Bonjour, amiral. Vous Bonjour. nous voyez? Alors là, je ne vous vois plus, mais je vous voyais tout à l'heure, mais D'accord. je pense que c'est pas un vrai problème, Sylvie. Voilà. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, en tout cas. Ben, merci beaucoup de prendre le temps d'intervenir sur ce sujet absolument passionnant et sur votre expérience de vie dans un sous-marin et de sommeil, puisque c'est le sujet aujourd'hui. Et ce que vous m'en avez raconté l'autre jour était absolument passionnant et je pense que vous allez passionner tout le monde. Donc, ben, je vous laisse vous présenter et peut-être dire un peu ce que vous avez vécu. Alors, je serai assez court. Déjà, j'espère que vous voyez, que vous me voyez d'une part, mais ça, c'est pas le plus important, mais que vous voyez surtout la petite présentation. On vous voit Donc, très bien voilà, je et on voit suis. la photo à côté, donc c'est parfait. Bon, très bien. Donc, je suis commandant de la marine en Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui. Voilà, donc c'est un métier un petit peu différent de celui de sous-marinier, mais qui reste un métier militaire où je dirige à la fois des militaires et des civils. Mais au-delà de ça, avant, j'ai fait une carrière en force sous-marine, une carrière de 25 ans embarqué, avec un cursus qui était à la fois sur sous-marin diesel dans un premier temps, puis sur sous-marin nucléaire d'attaque et sur sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Et puis j'ai terminé comme officier de programme du dernier sous-marin de la marine, le Suffren, ce qui fait que j'ai une vision assez, assez large de l'intérieur des sous-marins, parce que j'ai vu pas mal de sous-marins, et donc j'ai suivi l'intervention précédente. Donc ça a évoqué plein de choses avec moi, sachant que l'objectif premier d'un commandant de sous-marin, comme je l'ai été, c'est pas forcément de faire dormir son équipage, c'est plutôt d'essayer d'être sûr qu'il sera éveillé au bon moment. Mais pour être éveillé au bon moment, en effet, bah, il faut dormir. Et l'expérience montre que mieux on a, enfin, plus on a respecté son sommeil, plus la qualité de l'attention et de l'éveil va être importante. Voilà. Donc, dormir, c'est se préparer au combat, en fait. L'usage est de dire que si quand vous avez 5 minutes, quand vous êtes commandant, vous devez aller dormir. Voilà. Et donc, on apprend à dormir sur des durées de sommeil très très courtes quand on commande un bateau de ce type. Alors, ce que je vous propose, parce qu'on en a parlé avant avec Sylvie, c'est de faire rapidement de balayer un peu ce que c'est que dormir sur sous-marin, comment ça a évolué dans le temps, ce que ça veut dire aussi, hein, d'abord. Et donc, rien de mieux que de le faire par des images, je pense. La première image, elle doit vous évoquer quelque chose d'assez original. C'est l'intérieur d'un sous-marin diesel à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est le même intérieur que celui que j'ai vécu parfois dans les années 1980. Il n'y avait pas eu beaucoup d'évolution, vous voyez. Donc avec des gens Sous-marin qui peuvent diesel, dormir. ça veut dire un sous-marin qui fonctionne au diesel, c'est ça? C'est ça, c'est un sous-marin électrique. Hein, le moteur de propulsion, c'est un moteur électrique en plongée. Et le problème, c'est que les batteries ne sont pas suffisantes pour tenir très longtemps sous l'eau. Et puis, il faut aussi renouveler l'atmosphère. Et donc, il faut régulièrement remonter à l'immersion périscopique ou aller en surface, donc au ras de l'eau ou sur l'eau, pour pouvoir lancer des moteurs diesel et charger les batteries et continuer à avancer. Donc, les sous-marins diesel ont la particularité de faire beaucoup de périodes en surface et beaucoup de périodes au ras de l'eau. Voilà. Ils ont l'autre particularité d'être, comme tous les sous-marins, bah, très petits, avec pas mal de monde à bord. Pour vous donner un ordre de grandeur, les sous-marins auxquels je pense, les Daphné dans les années 70-80, c'était des sous-marins qui faisaient une cinquantaine de mètres de long et qui embarquaient 66 personnes. Et dedans, vous mettez bien plus de choses techniques que de choses destinées à la vie de l'équipage. Ce qui fait qu'en effet, il y a une très grande promiscuité. Et qui dit promiscuité dit bruit, odeur, exiguïté et couchage sommaire. Donc tout ce qui fait défaut à un bon sommeil.
Alors, je voici quelques exemples de sous-marins, enfin des photos de sous-marins prises sur des sous-marins des années 70, sur le sous-marin Flore. Alors moi, j'ai navigué en 1994 sur ce type de sous-marin. Voilà, donc, parce que les sous-marins, une fois qu'on les a construits, ils vivent pendant une trentaine ou une quarantaine d'années. Donc les conditions de sommeil des années 60 étaient les mêmes dans les années 90. Alors on voit que dans la photo de gauche, vous voyez que les gens peuvent aller jusqu'à dormir, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de couchage pour tout le monde. Hein. On a un nombre de couchages inférieur au nombre de membres d'équipage. Ça signifie que on pratiquait sur ces sous-marins ce qu'on appelle le principe de la bannette chaude. La bannette, c'est ce qu'on appelle, c'est le couchage en fait. Et il y avait en fait 2 lits pour 3 personnes. Comme il y a tout le temps une personne sur ces 3 personnes qui est debout, eh ben, les lits ne sont jamais inoccupés. Mais quand on dit lit, on dit aussi bien des lits assez étroits, comme vous pouvez le voir sur la photo du milieu, que des lits sommaires mis sur des planches au fond ou des hamacs. Voilà. Et donc, ça signifie qu'on a des types de couchage qui ne sont pas très très confortables. À ça s'ajoute, on est en fait dans un lieu technique, un local technique. Donc, qui dit local technique dit utilisation régulière, ronde, pour aller vérifier qu'il n'y a pas de défaut d'étanchéité, utilisation des équipements et donc du bruit. Et puis, qui dit promiscuité dit aussi odeur. Comme vous pouvez le voir, il y a une table au milieu de la fenêtre, de la photo du centre. Et en fait, le lieu où les gens dorment est aussi le lieu où ils mangent, où ils déjeunent, le lieu où ils font la vaisselle, le lieu où on stocke les poubelles, le lieu où on les évacue. Voilà. Donc des conditions quand même très très sommaires. À ça s'ajoute une autre problématique. Les missions duraient combien de temps? Les missions duraient environ 1 mois. Voilà, donc un mois comme ça, dans cette dans cette situation. Ce qui implique un certain niveau de fatigue, mais à ça s'ajoute aussi, comme vous le voyez dans la nouvelle diapositive, le fait qu'un sous-marin, c'est un milieu qui bouge, et qui bouge quand il est en surface. Comme c'est petit, c'est une coquille de noix, hein, ça affronte des mers assez difficiles. Aussi bien, là vous avez en haut une gravure des années 1910 et en dessous, alors c'est le rubis en fait de 1910 et en dessous c'est une autre photo du rubis également, mais celui-ci, le sous-marin nucléaire d'attaque pris dans un temps un petit peu difficile. Donc vous voyez que c'est des sous-marins qui bougent à la fois en tangage et en roulis de façon conséquente quand ils sont en surface, parce qu'ils ne sont pas faits pour naviguer en surface. Et donc, dormir quand vous êtes brassé de droite, de gauche, etc., complique les choses. Et donc, en fait, on a l'habitude de s'attacher pour dormir. Ou de mettre des barrières pour ne pas tomber de son couchage. Alors, ce qui est vrai en surface, et l'était particulièrement pour les sous-marins diesel, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont des sous-marins qui sont souvent en surface ou à l'immersion périscopique, mais c'est vrai aussi pour les sous-marins nucléaires qui, eux, n'ont pas la même problématique pour recharger leur batterie ou pour alimenter leur propulsion, parce qu'ils sont nucléaires, et donc en fait ils ont un système qui permet de s'isoler de l'air pendant très longtemps. Mais pour autant, c'est des sous-marins qui bougent en assiette. C'est-à-dire que chaque fois qu'il faut changer d'immersion, et ça arrive fréquemment pour des questions opérationnelles, des questions de discrétion, pour rallier des zones intéressantes d'un point de vue acoustique. Donc chaque fois que vous changez d'assiette, vous le changez avec une certaine assiette, voilà, tout simplement. Et donc, assiette qui peut varier entre 5 degrés lorsqu'on fait des mouvements un peu lents, pour atteindre jusqu'à 30 degrés lorsque l'on fait un mouvement important pour se mettre en sécurité. Alors 30 degrés, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, comme d'être dans une pente à 30 degrés, mais lorsque vous êtes au bout du sous-marin et que vous regardez en bas,
vous êtes en haut d'un immeuble de 20 étages, quoi, hein. Donc ça commence à faire très très haut. Voilà. Et il faut se tenir, s'arrimer, et tout le matériel en fait embarqué à bord est accroché de façon à éviter d'avoir des projectiles qui soient lancés dans le bateau. Voilà. Donc ça induit aussi une problématique sur le sommeil, ces mouvements qui peuvent être, qui sont pas forcément perçus tout de suite. Donc on essaye évidemment, lorsqu'on veut faire attention au sommeil du personnel pour essayer de le reposer un peu plus, on essaye de limiter ces mouvements d'assiette au strict nécessaire. Et puis tout ça dans un milieu qui est rythmé par une activité qui est continue. On a vu, on était souvent dans des locaux techniques, c'est ce que vous voyez dans l'image qui est juste à gauche en haut. Donc ça, c'est une image prise dans un sous-marin américain de la Seconde Guerre mondiale, où on voit les gens qui travaillent autour des torpilles, celui qui est en train de recoudre, faire de la couture, et puis celui qui essaye de se reposer sur son lit, qui est un lit d'appoint et qui va peut-être essayer de s'endormir. Parce que la particularité de nos équipages, c'est que on travaille tout le temps, c'est du H24 sur un sous-marin. Et donc, en fait, on organise l'équipage en fonction des besoins et de la menace, avec différents rythmes. Donc, on a un rythme qui est lié au poste de combat, où là, tout le monde est sur le pont et évidemment, personne ne dort, avec des rythmes qui peuvent être la bordée, le tiers ou le quart. Alors, quand on est par bordée, ça veut dire qu'en fait, on divise l'équipage en deux équipes, la bordée tribord et la bordée bâbord. Et quand on est par tiers, on divise l'équipage en 3 équipes, le premier, le deuxième et le troisième tiers. Et donc, je vous ai illustré ici comment on divise la journée en périodes de quart, de 4 heures ou de 6 heures, de façon à faire alterner pour les uns la présence de quart et pour les autres les activités quotidiennes. Parce que non seulement on a du quart, mais on doit aussi... on a des périodes où on travaille dans la journée, indépendamment du quart. Travail de fond, travail de formation, simplement la prise de repas ou la sieste. Sachant que sur sous-marin, en tout cas, et même sur tous les bateaux de la marine, la sieste est considérée comme étant un mouvement militaire. C'est un mouvement obligatoire. On impose la sieste à notre personnel pour être sûr qu'ils aient une quantité de sommeil à peu près correcte. Voilà. Alors, contrairement à ce qu'on a entendu tout à l'heure dans l'intervention précédente, où vous parliez de régularité du sommeil, certes, nous, on a quelque chose de régulier, mais quelque chose qui va se décaler tous les jours. Parce qu'évidemment, lorsque vous avez été de quart de 2 à 8 une nuit, le lendemain, vous êtes non pas de quart de 2 à 8, mais vous êtes de quart de 12 à 16. Donc, le rythme n'est pas régulier. Il est régulier mais déphasé de façon régulière. Voilà. Alors, on fait ça en fait essentiellement pour maintenir une connaissance uniforme au sein des équipages, parce que si c'est tout le temps les mêmes qui font le 2 à 8, ils voient tout le temps les mêmes choses, et le milieu environnant pour nous est extrêmement important. Voilà. Comme tout le milieu environnant, il est cadencé, on va dire, par l'activité diurne, que ce soit la vie, l'activité humaine, mais aussi l'activité animale. Eh bien, on va essayer, nous, d'avoir une appréhension de cet environnement qui est la même pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde ait la même vision de ce qui l'entoure. Et donc, délibérément, on va aller travailler sur des horaires qui vont se décaler dans le temps. Voilà. Oui, vous disiez même par rapport à ça qu'il y avait eu une tentative justement de laisser les équipes sur les mêmes rythmes et que ça s'était pas bien passé en fait. Exactement, ça s'était pas très bien passé, c'est-à-dire que il y avait une stabilité du sommeil, mais il y avait une méconnaissance de l'environnement et puis finalement une scission qui se faisait entre les personnes, parce que certains vivaient, ils se voyaient plus ou ils ne comprenaient plus leur environnement de la même façon. Et donc, ça créait des différences sociales à bord, en fait, tout simplement, qui fait qu'on a besoin de réuniformiser. Et notre besoin d'uniformisation nécessite
cette arythmie apparente, même si elle va revenir tous les 2 jours. Donc on a un rythme un peu particulier qui nous ont conduit à aller regarder de très près ce qui se passe pendant la sieste. Voilà. L'autre particularité, c'est qu'en effet, il y a des gens qui vivent le jour, la nuit. Alors on passe en lumière rouge ou en lumière bleue pour essayer de respecter une alternance jour-nuit d'une part, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en lumière très visible, blanche, on va se mettre en lumière rouge la nuit, par exemple. Alors c'est d'une part pour respecter cette alternance jour-nuit, mais c'est aussi pour permettre une accoutumance visuelle très rapide, parce qu'en cas d'urgence, il faut être en mesure de voir à l'extérieur très vite. Et donc, pour accoutumer l'œil, on va atténuer la lumière, d'une part, mais on va aussi donner des lumières rouges ou des lumières bleues foncées qui permettent d'abord, de garder éveillés les gens la nuit, ceux qui sont de quart, mais aussi comment dire, d'avoir l'œil prêt à regarder à l'extérieur. Et c'est d'autant plus important aux centrales opérations où il y a le commandant quand il doit aller regarder au périscope en pleine nuit. Et dans cette perception jour-nuit, vous disiez quelque chose qui était tout à fait intéressant, c'est que dans le sous-marin, vous perceviez ce qui était autour de vous avec la vie des poissons. Alors oui, ça c'est un peu assez particulier en effet, c'est que on est baigné dans notre environnement tout le temps, et en effet l'activité, qu'elle soit humaine ou l'activité biologique, elle, on perçoit en effet qu'elle est rythmée par l'activité jour-nuit. Les poissons, lorsque le soleil se lève, ils ont faim, et c'est le moment où ils mangent, voilà, principalement. C'est le moment aussi où ils se reproduisent le plus, toutes les mammifères également. Et puis, lorsqu'arrive le soir, alors, dans la journée, ils vont descendre en immersion, puis ils vont remonter en fonction du soleil, etc. Et lorsqu'arrive le soir, c'est de nouveau le moment où ils mangent. Et ensuite, la nuit, ça va se calmer éventuellement. Donc, on a des activités comme ça qui s'excitent, on va dire une excitation au moment du lever du soleil, une seconde excitation au moment du coucher du soleil, et une phase un peu plus calme, en effet, souvent d'un point de vue biologique, on va dire entre 12 heures et 16 heures par rapport au Ils font la coucher, sieste, quoi. Exactement, en fait, ils ont un rythme un peu comme nous, assez marqué d'ailleurs, et qui rythme autant leur nourriture que leur reproduction. Voilà. Voilà ce que je peux dire assez rapidement. J'essaie d'aller vite pour répondre à des questions le cas échéant. Après, l'autre particularité de ce milieu, c'est que c'est un milieu qui est humide et qui est soumis aux variations de température. Alors, je pense que les gens l'imaginaient peut-être pas totalement, mais moi, il m'est arrivé de voir presque pleuvoir à bord. C'est-à-dire que lorsqu'il fait chaud à bord, comme c'est un milieu humide et qu'on va dans des zones où la température de l'eau est très froide, des zones où la température de l'eau peut atteindre 3, 4 degrés ou 2 degrés, d'un seul coup, ça se met à condenser sur les parois du sous-marin, au point que il pleut à bord, quoi, hein, il y a des gouttes qui tombent. Donc évidemment, ça complique considérablement le sommeil, pas que le sommeil, hein, la cicatrisation de plaies, l'apparition de champignons, ce genre de choses. Mais quand vous dormir en milieu humide, c'est très, très, très désagréable. À ça s'ajoute le fait que quand vous êtes en surface sur un sous-marin diesel, en effet, et que vous faites du quart au ras de l'eau dans la petite passerelle, vous êtes dans des conditions en fait de la course à la voile. Hein. Et donc vous descendez à bord, vous êtes trempé, et donc vous allez ensuite vous déshabillez au-dessus du moteur diesel où vous mettez tant bien que mal votre linge à sécher. Vous traversez le sous-marin à moitié nu, vous vous couchez dans une bannette, dans un lit qui n'est pas confortable, et en fait, vous vous endormez tout de suite parce que vous êtes très fatigué. Le sommeil n'est pas forcément totalement réparateur, et au bout de 5 heures, on vient vous réveiller en vous disant c'est ton tour, retourne-y, tu vas de nouveau affronter la mer et te faire mouiller. Voilà, et là, vous reprenez vos habits qui sentent le diesel,
parce qu'ils ont séché au-dessus du diesel, qui en fait ne sont pas tout à fait secs parce qu'ils n'ont pas eu le temps de totalement de sécher. Vous les remettez et vous remontez en passerelle pour faire un métier de course à la voile. Donc évidemment, tout ça fait que l'endormissement est plutôt rapide en fait. Le sommeil est plutôt profond. Et heureusement qu'on a des personnels plutôt jeunes qui supportent ce genre de vie. Après, il y a pu y avoir un cumul de fatigue et toute d'où la sieste, d'où une particulière attention à l'état de fatigue du personnel et à essayer de le préserver et à être très attentif au respect des autres. Voilà, c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les gens préfèrent parfois aller dormir dans le compartiment torpille, comme vous le voyez là, parce que même si ce compartiment torpille a une particularité d'étroitesse, de couchage peu adapté, etc., il a l'avantage d'être généralement un endroit où l'humidité n'est pas trop importante. Voilà, parce comme elle a été pensée dès le début pour éviter d'être élevée pour préserver les armes, il est préférable d'aller y dormir parce que c'est finalement parfois l'endroit où on dort le mieux. C'est aussi l'endroit où on dort des fois le mieux à cause de la température. Alors ça aussi, c'est un phénomène dont on a déjà parlé. Hein. Le sous-marin, en effet, il peut faire froid dans un sous-marin, il peut faire chaud. Comme il est entièrement entouré d'une eau qui peut atteindre des températures de 38 degrés, par exemple, hein, dans l'océan Indien, il peut faire 38 à bord. Et quand il fait 38 à bord, vous dormez nettement moins bien. Hein. Donc vous cherchez la fraîcheur et en effet, le compartiment torpille, là encore, est un endroit particulièrement frais. Donc dans ces conditions-là, certains marins préfèrent aller dormir dans des couchages sommaires, dans des zones fraîches et sèches que dormir dans une chambre où il fait chaud. Voilà. Alors, je peux revenir sur le bruit si vous le voulez. L'une les conditions de vie, ce qui est sûr, c'est qu'elles ont été depuis le début en nette amélioration, parce que quand on voyait les images que vous aviez tout à l'heure dans les photos du début de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient encore dans les années 70, 80 même, on a vite pris conscience que tout ça avait des conséquences sur l'attention du personnel, sur le moral du personnel. Et donc, on a été progressivement vers la photo de gauche, vers la photo de droite, qui est l'exemple de couchage qu'il y a aujourd'hui sur le sous-marin type Suffren, donc le dernier né de la Marine nationale. Où là, contrairement à ce qui se passait avant, chaque personne a son propre couchage, et donc on n'est pas à se partager un espace privé auquel chaque marin tient, hein. On n'est pas à se partager cet espace privé avec un autre. Et puis, avec une hauteur, en fait, nettement, une largeur déjà de lit qui est plus importante, hein. On est passé progressivement de 60 cm de large, voire du hamac, à une largeur de couchage de 80 cm, à des hauteurs en moyenne qui étaient plutôt proches de 60 cm entre le haut du matelas et le plafond, à des hauteurs réglementées de 80 cm. Donc tout ça montre qu'il y a eu une vraie attention de fait au confort et aux conditions de vie. Avant, on dormait dans des locaux techniques. Aujourd'hui, on dort dans des zones vie qui sont nettement séparées et qui limitent aussi le nombre de passages des marins qui peuvent faire du bruit. Là, on est dans des vraies chambres. Donc, ce que je vous propose, c'est un petit voyage dans le sous-marin Flore, rapide, pour que vous voyez des photos que vous avez peut-être déjà vues. Donc, les deux photos de part et d'autre, je ne sais pas si je vais essayer de montrer ici. Donc, cette photo-là, elle vous montre des couchages comme il pouvait y avoir sur un sous-marin diesel. Là, vous avez la table, en effet, pour le repas. Vous voyez qu'il y a des poubelles juste à côté. Quand vous allez de l'autre côté, en effet, vous avez la même photo, mais vue en face. Donc, ce que vous voyez ici, c'est en fait à la fois le local qui sert pour se laver. Pour se laver, on a
on avait le droit comme c'était des sous-marins qui ne produisaient pas d'eau ou peu. On avait une réserve d'eau limitée, et donc on avait le droit globalement pour se laver en tout cas à 1 verre par homme par jour. L'eau était davantage consacrée à l'eau de boisson. Donc, ce qui implique de fait des odeurs. Alors, qui dit odeur, dans une zone de promiscuité, dit que c'est pas très agréable. Donc là, ici, vous avez les gens qui dorment, les chefs de quart au milieu, qui eux vont aller en passerelle, donc affronter la mer. Donc on voit qu'ils étaient dans des zones, dans une qualité de couchage qui était un peu meilleure, pour autant assez étroite, hein, notamment quand il faut aller en haut, là, un peu d'escalade pour aller se coucher, ce qui fait que généralement ça réveille celui qui est en dessous. Et celui qui est en bas a le malheur de se retrouver avec le nez au-dessus des chaussures de ses petits camarades. Donc, c'est pas non plus la meilleure façon de vivre. Mais ces 3 personnes-là ont des couchages qui leur sont réservés, contrairement au second qui dort, le commandant second, dormait sur un lit d'appoint qui est ici, là, qui se déplie. Voilà, il y avait le second et le chef machine dormaient là. Et puis ici, vous aviez le lit du commandant. Vous voyez qu'il n'avait pas beaucoup de place pour les pieds. Et lorsqu'il doit travailler, la table à cartes ici, il n'est pas isolé, il est isolé par un rideau. Et ce que vous voyez ici, c'est le central opération, c'est-à-dire que toutes les opérations étaient menées juste à côté de l'endroit où les gens dormaient, avec le bruit des opérations, du sonar, parce que tout ça s'entend. En même temps qu'il pouvait dormir. Alors là, on est passé à une autre époque. Ces photos-là, on est passé du sous-marin diesel Flore au sous-marin nucléaire d'attaque type Ruby, où là, il commence à y avoir un petit peu de confort, avec certes toujours du personnel qui va potentiellement dormir dans les zones, ce qu'on appelle les compartiments armes, mais je vous ai expliqué que parfois c'était assez confortable d'y dormir, et d'autres qui dorment dans des couchages qui ne sont plus des locaux techniques, mais qui par contre sont tous les uns sur les autres. Là, c'est un poste équipage où en fait ils sont 12 il y a 12 lits de cette dimension-là, avec des zones d'accès qui peuvent être très très étroites. Donc une qualité pour respirer ça peut être assez étouffant. Mais en même temps, ils se construisaient tous leur zone un peu cocooning. Alors certains pour y voir des écrans, hein, évidemment, parce que c'est une génération où les gens regardent l'écran, mais en même temps, on leur impose, ça c'est pris dans la journée, hein, mais on leur imposait parfois on leur interdisait de regarder les écrans la nuit. Le soir, en tout cas, il y avait une diffusion en cafétéria, donc à l'endroit où ils déjeunent, mais pas d'écran autorisé, parce que de toute façon, ça gêne les autres. Donc il y a une autodiscipline qui se créait assez vite. Voilà, alors ça c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est le plan des bannettes, enfin des couchages d'un poste-équipage du Suffren. Donc quand on voit, ils sont 3 avec beaucoup plus de place que tout à l'heure, alors que sur SNA type Ruby, ils étaient 12 avec des bannettes beaucoup plus étroites. L'autre particularité sur un SNA type Suffren, c'est qu'il y a une réflexion globale de la vie avec une zone vie complète, totalement séparée des locaux techniques. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun local technique sauf l'infirmerie qui se trouvait à l'avant, qui impose un passage par les zones vides. Il n'y a pas de locaux techniques par là. Voilà. Tous les locaux techniques sont à l'étage inférieur ou derrière. Voilà pour l'évolution. Et puis l'autre évolution, c'est qu'en effet, il y a eu une vraie prise en compte au fur et à mesure du temps, hein, des études scientifiques sur le sommeil et sur la capacité d'éveil. Alors, ces études, elles ont en grande partie été faites au sein de l'IRBA. L'IRBA, c'est l'Institut de recherche biomédicale des armées, si je ne me trompe. Enfin, c'est la signification de ce sigle, où on a fait des études type sondage, tout simplement, d'une part, mais aussi des études instrumentées sur les qualités de sommeil. Moi-même, j'ai été pendant toute une période en océan Indien à dormir avec des appareils qui mesuraient
mon état intellectuel et la tension, la température, enfin, bardé de capteurs pour vérifier toutes les conséquences du sommeil. Donc, il y a eu pas mal d'études, avec beaucoup d'écrits sur le sujet, des gens qui ont participé à des colloques sur la récupération et, oups, je reviens en arrière, les sommeils et performances, des choses sur le solde augmenté. Et puis l'autre particularité, c'est comme je vous l'ai dit, l'un des objectifs principaux pour nous du sommeil, c'est d'être en mesure de garantir l'éveil au bon moment. Et donc, pour garantir l'éveil au bon moment, il y a certes l'usage normal du sommeil, hein, avec une réflexion à avoir sur ça. Et puis, il y a le café, comme tout le monde, hein, la caféine, la théine, enfin voilà. Et puis, parfois, ça peut aller jusqu'aux médicaments, la prise de médicaments pour rester éveillé, dans certains cas, en opération, peut être prescrit par le médecin. Donc, moi, ça m'est arrivé en opération où il fallait absolument à la fois faire le quart, comme on l'a vu, mais aussi travailler en dehors du quart pour réparer des équipements, parce que c'est à ce moment-là qu'on les répare. Et quand c'est en opération, que c'est un équipement majeur, vous pouvez potentiellement être amené, alors que vous faites du quart, à essayer de rester éveillé pendant 48, 72 heures, avec des conséquences pour le rattrapage du sommeil très très longues et très très difficiles pour poursuivre les opérations d'une part. Et puis des conséquences aussi sur le sommeil lors du retour de mission, typiquement après une mission assez longue au Kosovo, hein, j'ai fait 110 jours d'absence et 110 jours de travail par bordée, c'est-à-dire travail où vous êtes debout soit de 20 à 2, soit de 2 à 8 tous les jours. Ça devient très très difficile quand vous rentrez, que vous avez pris un rythme de sommeil, de retrouver un rythme normal, celui de votre famille, celui de votre épouse, en fait, tout simplement. Et donc vous dormez 4 heures par nuit, pas plus, et vous vous réveillez et vous mettez 3-4 mois avant de récupérer un rythme normal du sommeil. Voilà. Voilà le sujet de mon expérience. Alors maintenant, je vous ai dit tout ça, je suis ouvert à toutes les questions.